Bonjour, bienvenue dans ce cours de méthode de soins et technologies en santé portant sur l'oxygénothérapie ainsi que la glycémie capillaire. Dans un premier temps, on va aborder la portion sur l'oxygénothérapie. Donc, à quoi sert l'oxygénothérapie? Dans un premier temps, ça sert à diminuer le travail respiratoire, puis à augmenter l'apport en oxygène au myocarde ainsi qu'aux différents tissus. Donc, c'est indiqué dans les cas de dyspnée, donc de difficultés respiratoires, ou lorsque la saturation est inférieure à 90%, dans les cas d'infarctus au myocarde ou d'empoisonnement au monoxyde de carbone en prévention, donc par exemple dans les contextes de chirurgie au bloc opératoire et bien d'autres raisons aussi. Voici quelques principes généraux portant sur l'oxygénothérapie. Tout d'abord, il est important de savoir que l'utilisation d'oxygène nécessite une ordonnance. Souvent, les médecins vont inscrire une ordonnance, par exemple, oxygène pour saturation plus grand ou égal à 92%. Cette façon de faire donne toute la latitude à l'infirmière de déterminer le dispositif d'oxygénothérapie à utiliser dans le but de maintenir chez son client une saturation égale ou supérieure à 92%. Cela peut par contre nous amener à nous questionner à savoir quoi faire dans des situations d'urgence. Dans des situations d'urgence, il serait important d'administrer l'oxygène aux patients, même si nous n'avons pas de prescription à ce moment-là. Par exemple, si le patient désature à 70%, on ne va pas nécessairement attendre que le médecin nous rappelle avant de mettre l'oxygène au patient. Par contre, il est essentiel de l'aviser par la suite de nos interventions. Aussi, lorsque nous utilisons l'oxygène, il est essentiel de faire attention aux flammes car cela favorise la combustion. Il faut aussi éviter les contacts avec les produits à base de pétrole car ils sont inflammables. Par exemple, l'utilisation d'oxygène vient souvent assécher les muqueuses. Donc, il peut être tentant d'appliquer un peu de vaseline au pourtour des narines et sur les lèvres. Par contre, cette façon de faire est déconseillée. Aussi, il est interdit de fumer en présence de personnes utilisant de l'oxygène pour éviter la combustion. Il faut aussi faire attention à trop d'oxygène. L'oxygène est toxique en trop grande quantité. Il est donc essentiel pour l'infirmière de réévaluer son patient lorsqu'il est porteur d'oxygène. Les signes et symptômes d'une intoxication à l'oxygène peuvent se présenter sous différentes formes. Nous pouvons y retrouver par exemple des nausées, de l'anxiété, des engourdissements, des troubles visuels, des contractions musculaires, aussi appelées myoclonies, ou des convulsions. Voici un petit rappel pour évaluer la condition respiratoire afin de déceler des signes et symptômes de l'hypoxie. Donc, dans des cas d'hypoxie, nous pourrions y retrouver tout d'abord de la cyanose des lèvres ou des extrémités, par exemple au niveau des doigts. On pourrait aussi retrouver une tachypnée, une agitation, de la somnolence, un teint grisâtre, l'utilisation de muscles accessoires ou souvent appelé le tirage, des bruits respiratoires audibles à l'oreille ou à l'auscultation, ou la présence de sécrétion ou d'expectoration. Il y a quelques facteurs qui influencent la fonction respiratoire. Donc, dans un premier temps, nous avons la déshydratation. La déshydratation vient épaissir les sécrétions. L'humidité, quant à elle, vient aider à liquéfier les sécrétions, ce qui va faciliter leur expulsion, et vice-versa. Un environnement trop sec provoque l'épaississement des sécrétions. Nous avons aussi l'infection
qui vient épaissir les sécrétions et rend difficile leur expulsion. Puis nous avons aussi l'altération des structures anatomiques. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une fracture au niveau du visage, du nez, une tumeur ou un rétrécissement des voies respiratoires. Par exemple, dans des cas d'allergie, il y aurait enflement. Donc, à ce moment-là, cela vient rétrécir la lumière des voies respiratoires. Il existe plusieurs dispositifs permettant la distribution d'oxygène. Donc, nous avons ici sur les images, dans un premier temps, un cylindre d'oxygène. Nous avons aussi le débitmètre ou le concentrateur d'oxygène. Le cylindre d'oxygène est souvent utilisé lorsque les patients doivent, par exemple, quitter le domicile ou l'hôpital afin d'aller à un rendez-vous. Donc, c'est un dispositif qui est portatif. Le débitmètre est couramment vu dans les hôpitaux. Donc, c'est un branchement fait directement au mur qui permet d'ajuster le débit d'oxygène. Aussi, il y a le concentrateur d'oxygène, comme que vous pouvez voir à votre droite. C'est un dispositif qui est souvent utilisé chez les personnes qui utilisent de l'oxygène à domicile. Pour ce qui est du débitmètre, il est important de l'ouvrir avant d'installer l'oxygène au client afin d'éviter une expulsion trop rapide et incontrôlée de l'oxygène. Donc, lorsqu'on va utiliser, par exemple, des lunettes nasales ou un masque, on va ajuster le débitmètre, comme que vous pouvez voir sur l'image, en plaçant la petite bille vis-à-vis le chiffre voulu. Ensuite, une fois qu'on s'assure d'avoir le bon débit d'oxygène, nous allons installer l'oxygène au niveau du visage du patient. Voici une présentation des principaux dispositifs utilisés en oxygénothérapie. Nous allons les voir de façon plus détaillée tout de suite. Le premier dispositif que nous allons voir est la lunette nasale. C'est un dispositif d'administration à faible débit. Elle est positionnée sur la lèvre supérieure de l'usager. Elle permet de donner entre 24 et 45 d'oxygène à un débit entre 2 à 6 litres par minute. Un débit supérieur à 5 litres risque d'assécher la muqueuse. Les avantages de la lunette nasale consistent à c'est confortable à utiliser pour le client. Il n'y a aucune sensation de claustrophobie. Elle permet aussi au client de parler. Ses désavantages, quant à elle, sont l'irritation et l'assèchement de la muqueuse nasale, puis elle est facilement délogeable. Aussi, lors de l'utilisation de la lunette nasale, il est essentiel de surveiller l'intégrité de la peau, des oreilles, des joues et des narines chez les clients dont la peau est fragile et qui doivent utiliser une lunette nasale pendant de longues périodes. L'infirmière peut appliquer un lubrifiant hydrosoluble à titre curatif ou préventif à ces endroits. Par contre, tel que mentionné précédemment, il est essentiel de ne pas utiliser des produits à base de pétrole, par exemple la vaseline, pour les risques d'inflammabilité. Ensuite, le ventimasque permet d'administrer de l'oxygène avec humidité et permet une concentration entre 28 et 100 Donc, les avantages reliés à ce type de masque sont que cela n'assèche pas les muqueuses. Il y a plusieurs concentrations d'oxygène disponibles, puis est recommandé chez l'usager à risque de rétention de CO2. Pour ce qui est des avantages, le masque peut s'avérer être chaud et contraignant, puis peut interférer avec la communication et l'alimentation. Donc, c'est un masque qu'on doit retirer si le patient désire s'alimenter. Ensuite, le masque à effet Venturi est un dispositif d'administration à haut débit. Pour s'en servir, il est essentiel de choisir le bon embout et débit afin de délivrer la quantité voulue d'oxygène.
Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, il y a plusieurs embouts de couleurs différentes. Et comme vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous, chaque couleur a un débit et une concentration d'oxygène qui est associée. Donc, sur l'image, on voit où il y a l'embout orange. On peut changer l'embout à cet endroit. Et sur chaque embout, il est indiqué à quel débit qu'on doit mettre l'oxygène. Donc, par exemple, on pourrait choisir l'embout blanc. Puis, on devrait ajuster le débitmètre à 6 litres par minute. Et cela délivrerait une concentration d'oxygène correspondante à 31%. Pour ce qui est des avantages, ce type de masque n'assèche pas les muqueuses. Il y a plusieurs concentrations d'oxygène disponibles, puis est aussi recommandé chez l'usager à risque de rétention de CO2. Les désavantages, comme le masque Ventimasque, est qu'il est chaud et contraignant et interfère aussi avec la communication et l'alimentation. Finalement, le masque avec réservoir est un dispositif d'administration à faible débit. Il est constitué d'un sac réservoir qui ne doit pas se dégonfler complètement. Les avantages de ce type de dispositif est qu'il permet d'avoir une fraction d'air inspiré élevée, ainsi qu'il est utile pour avoir une concentration élevée en oxygène. Ces désavantages consistent à ce qu'il soit chaud et contraignant. Il y a aussi un risque d'obstruction ou d'enroulement du sac réservoir. Et ce type de masque interfère aussi avec la communication et l'alimentation. Pour ce qui est de la surveillance infirmière, il est essentiel de réévaluer l'état respiratoire 15 à 30 minutes après le début du traitement, puis au besoin. Que recherchons-nous? En fait, il s'agit de s'assurer que la quantité d'oxygène administrée est suffisante pour l'état clinique de notre patient. Par exemple, si nous décidons d'administrer 4 litres d'oxygène via lunette nasale, il est essentiel pour l'infirmière d'aller réévaluer pour savoir si c'est suffisant ou si le client nécessite une quantité augmentée d'oxygène. Au contraire, il est aussi essentiel de réévaluer car si la concentration, si par exemple la saturation du patient est à 98%, il pourrait signifier à l'infirmière qu'elle peut diminuer la quantité d'oxygène administrée pour une quantité inférieure. Donc, elle pourrait par exemple diminuer le débitmètre à 2 litres. Ensuite, il faut aussi surveiller les signes d'hypoxémie. Quels sont les signes? Je vous laisse les chercher. L'administration de médicaments via nébule. En effet, un médicament sous forme de nébule est souvent utilisé chez les personnes qui éprouvent des difficultés respiratoires. Le médicament est sous forme de fines gouttelettes et plus les gouttelettes sont fines, plus elles pénètrent loin dans le système respiratoire. L'administration de médicaments aussi via nébule permet de rendre les sécrétions respiratoires plus fluides. Ils permettent aussi de dilater les bronches, favoriser l'expectoration des sécrétions. Elles sont aussi utiles étant donné que le client n'a aucun effort à fournir. C'est en fait un médicament qui est administré à l'aide d'un masque ainsi que d'un réservoir. Donc, le patient, il n'a qu'à respirer tout simplement. Aussi, la durée du traitement est d'environ 10 minutes pour un maximum de 20 minutes. Puis, lors de l'administration de ce type de médicament-là, il faut ajuster le débitmètre entre 6 litres et 8 litres par minute de façon temporaire. Puis, lorsque le médicament est terminé, on va venir réajuster l'oxygène comme il était précédemment. Finalement, une fois l'application d'oxygénothérapie, il est essentiel de faire une note au dossier. Donc, qu'est-ce qu'on va indiquer dans la note au dossier? Tout d'abord, on va indiquer
pourquoi que nous avons décidé d'administrer de l'oxygène, donc la date et l'heure du début du traitement, le type de dispositif d'administration d'oxygène utilisé, la source d'oxygène utilisée, la concentration administrée et le débit par minute, la valeur initiale de la saturation en oxygène, si disponible, la condition de l'usager avant et après l'administration, la présence d'hypoxémie, le cas échéant, la présence de signes d'hypercapnie, le cas échéant, les signes vitaux, l'utilisation d'un dispositif humidifiant, le cas échéant, la réponse thérapeutique de l'usager, les réactions de l'usager et bien sûr l'avis au médecin et les actions entreprises. Ici, à votre gauche, vous avez un exemple d'une note au dossier. 9 heures. Se plaint de dyspnée au repos. Entrée d'air diminuée aux bases pulmonaires. Pas de bruit surajouté. Tirage sous-costal observé. Tout grasse avec expectoration blanchâtre. Fréquence respiratoire à 24 par minute. SpO2 à 85%. O2 administré à 4 litres via lunettes nasales selon l'ordonnance collective en vigueur. Installé en position semi-Fowler pour faciliter la respiration. MD avisé. 9h30, se dit mieux, se dit moins dyspnéique, entrée d'air aux bases améliorée, tout diminué, fréquence respiratoire à 18 par minute, SpO2 à 92%. Donc, voici, la portion sur l'oxygénothérapie est maintenant terminée. Donc, pour poursuivre, voici la portion portant sur la glycémie capillaire. Donc, pourquoi qu'on mesure la glycémie capillaire? Dans un premier temps, on la mesure afin d'assurer un suivi chez le client qui est diabétique ou pour évaluer une personne qui présente des signes et symptômes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Les signes et symptômes d'une hypoglycémie, donc d'une glycémie qui est inférieure à 4 mmol par litre, consistent à des palpitations, des tremblements, diaphorèse, céphalée, faim, baisse d'énergie subite, changement au niveau de la vision ou dans les cas les plus graves, le coma. Pour les signes et symptômes d'une hyperglycémie, donc d'une glycémie supérieure à 7 mmol par litre, il y a présence de polyphagie, polydipsie, polyurie, perte de poids, fatigue extrême, somnolence, xérostomie et confusion. Il est cependant à noter qu'il est rare d'apercevoir des signes et symptômes d'hyperglycémie avec une glycémie inférieure à 14 mmol par litre. Donc, pour ce qui est des valeurs de référence, on s'attend à ce qu'une glycémie normale soit entre 4 et 6 mmol par litre avant les repas, puis entre 5 et 8 mmol par litre 2 heures après les repas. Donc, on cherche une valeur cible entre 4 et 7 avant les repas et entre 5 et 10 2 heures après les repas. Alors, quand faut-il s'inquiéter? On s'inquiète dans un premier temps lorsque le patient est en hypoglycémie, donc présente une valeur en bas de 4 mmol par litre, ou quand il y a une altération de l'état de conscience ou un changement dans la condition clinique de son patient. Une petite question quiz. Quand faut-il aviser le médecin? A. Dès qu'il y a un résultat anormal. B. Dès qu'on a un doute. C. Dès qu'il y a un changement dans la condition clinique du patient. D. Dès que le patient présente un signe d'hypo ou d'hyperglycémie. Donc, j'imagine que vous savez que la bonne réponse est le C. Donc, oui, on va aviser le médecin lorsqu'il y a un changement dans la condition clinique du patient. On ne l'avisera pas nécessairement d'un résultat anormal. Donc, par exemple, si la glycémie est à 10,1, ce n'est pas nécessairement une valeur assez inquiétante pour aviser le médecin. Lorsqu'on a un doute, en fait, on va valider avec nos collègues au préalable avant de téléphoner avec le médecin.
Puis, dès que le patient présente un signe d'hypo ou d'hyperglycémie, encore une fois, ce n'est pas toujours nécessaire d'aviser directement le médecin, dépendamment c'est quoi le signe et aussi la valeur de la glycémie. Pour prendre la glycémie, il existe plusieurs modèles qui permettent de vérifier les résultats. C'est important de savoir que l'appareil doit être calibré et utilisé avec des bandelettes et des lancettes à usage unique. Voici quelques principes généraux. Donc, il faut utiliser un tampon d'alcool ou de l'eau et du savon avant la prise de glycémie. Cependant, certains milieux recommandent tout simplement d'essuyer la première goutte sans désinfection ou nettoyage au préalable, sauf si bien sûr les mains sont visiblement souillées. Dans un deuxième temps, il faut toujours essuyer la première goutte, donc qu'on désinfecte ou qu'on utilise de l'eau ou qu'on n'utilise rien, il faut toujours enlever la première goutte. Aussi, il est important de ne pas confondre tampon d'alcool et tampon de chlorhexidine. Si on utilise un tampon de chlorhexidine, il y a un résidu qui demeure sur la peau une fois que la substance est devenue sèche. Donc, ça fait en sorte que les tampons de chlorhexidine ne sont pas recommandés lorsqu'on utilise ce type de tampon pour la désinfection. Pour continuer, il faut éviter lors de la ponction d'utiliser des sites qui présentent de l'édème ou de l'inflammation. Donc, si par exemple le patient s'est brûlé les doigts de la main, à ce moment-là, on va éviter bien sûr de prendre ces régions pour prendre la glycémie. On va aussi privilégier la face latérale des doigts car elles sont plus vascularisées et moins innervées, ce qui fait en sorte que la douleur va être amoindrie. Ici, sur cette diapositive, j'ai aussi inscrit un lien pour aller visionner la méthode de soins à partir d'un lien YouTube où vous pouvez y accéder directement en cliquant dessus à partir de la présentation PowerPoint. Donc, pour la note au dossier, il n'est pas essentiel de consigner dans la note d'évolution le résultat de glycémie normale. Au contraire, nous allons plutôt utiliser une feuille de suivi diabétique. Donc, comme vous pouvez voir un exemple ici sur la diapositive, on va inscrire la date, le résultat le matin, le midi, au souper et au coucher. Dans les cas qu'une glycémie capillaire est anormale, à ce moment-là, on va indiquer l'heure et la date de la mesure de la glycémie, le résultat de la mesure de glycémie, les observations cliniques en lien avec les signes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, et finalement les interventions en lien avec les manifestations cliniques observées. Donc, voici ce qui termine la portion sur la glycémie capillaire.